En général, les souvenirs que vous avez de votre enfance sont de bons souvenirs, que cela concerne des jeux vidéo, de la musique, des films, des dessins animés, etc., etc. Mais parfois, il arrive que des éléments qui sont censés être adaptés aux enfants se retrouvent effrayants, voire angoissants, laissant ainsi un souvenir marquant qui peut aller jusqu'au traumatisme. Mais comme vous l'avez aussi vu dans le premier épisode de ce format, il y a des personnes qui, à un certain âge, sont tombées sur des choses qu'elles n'étaient pas censées voir. Il y a quand même un abonné parmi vous qui m'a dit qu'il avait vu le film Alien alors qu'il avait moins de 10 ans. Pauvre fou, mon ami. Et donc, que ce soit voulu ou non voulu, tout ça rentre dans le thème de cette vidéo, car cela reste un souvenir qui vous a traumatisé. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de ces souvenirs qui nous ont traumatisés pendant notre enfance. Et aujourd'hui, je suis très content de tourner cette vidéo parce que les sujets que je vais aborder avec vous, je les trouve très croustillants. J'espère que ça va vous plaire. Installez-vous confortablement, c'est parti. Mais pour le début de cette vidéo, nous allons commencer avec quelque chose d'assez gentil. Quand j'étais petit chez ma mère, je jouais beaucoup à la PS2 et lorsque je lançais la console, j'avais cette image avec ce son qui apparaissait. Pour des soucis de droit d'auteur, pour éviter ce genre de problème, vous n'allez pas avoir le son, mais en tout cas, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas eu la PS2, allez voir sur YouTube, allez écouter le son et vous allez voir que c'est assez particulier. C'est un son qui est étrange et assez atypique pour le démarrage d'une console, avec une animation particulière et des couleurs qui sont assez froides. Et pour la petite anecdote, si vous ne connaissez pas l'origine de ce son, c'est tout simplement toutes les notes d'un piano qui sont jouées en même temps. En fait, les créateurs ont tout simplement placé une barre sur le piano et quand ils ont fermé le piano, la barre a joué toutes les notes du piano, créant ainsi le générique de démarrage que l'on connaît tous de la PS2. Vraiment, j'en ai fumé des jeux sur cette console, mais bref, on va pas s'éparpiller non plus. Et moi, quand je jouais à la PS2, c'était souvent le soir, dans la chambre de mon frère, avec la lumière éteinte. Le fait d'entendre ce générique avec ce son-là, il y a vraiment une certaine ambiance qui se dégage. Mais rien de bien méchant. Et j'en garde surtout un très bon souvenir et nostalgique en plus de ça. C'était une petite anecdote pour vous. C'est un passage assez court, mais en tout cas ça me faisait plaisir d'en parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des frissons, si ce générique vous angoissait. Ça dépend des gens. Allez, on va passer au prochain sujet. Thomas et ses amis est une série d'animation britannique conçue pour les enfants et créée par Britt Allcroft, d'après les livres de Wilbur Ver Hendry. Diffusée pour la première fois le 9 octobre 1984 sur le réseau ITV, une chaîne du Royaume-Uni. La série contient 587 épisodes de 7 minutes chacun, et elle nous raconte l'histoire d'une locomotive qui s'appelle Thomas et qui vit et travaille sur les chemins de fer sur l'île imaginaire de Sodor, de son nom britannique. Et Thomas et ses amis peuvent parler et communiquer entre eux, et même avec les humains. Et tous ensemble, ils travaillent et vivent des aventures sur les rails. Ça, c'est pour la présentation générale, et maintenant, parlons de l'élément qui est la source d'angoisse, de peur, voire même de cauchemar pour certains. C'est directement le visuel de Thomas qui pose problème. Tout dépend de la sensibilité de chacun lorsque vous étiez enfant. Mais alors, pourquoi peut-il faire autant peur? Je vais vous donner mon analyse. On va commencer en parlant du plus général. Tout d'abord, c'est tout simplement un visage collé sur un train. Et ça peut déjà suffire pour mettre certains d'entre vous mal à l'aise. De 1, le fait de mettre un visage sur quelque chose qui n'est pas du tout vivant. Et de 2, un visage qui se veut humain sur quelque chose qui n'a rien à voir avec un humain de base. C'est comme dans le film Toy Story avec la tête de bébé qui est sur des pattes d'araignée. Ensuite, je vais vous donner une autre explication. Est-ce que vous connaissez l'effet Uncanny Valley ? Je sais pas si je prononce bien le nom de cet effet-là. C'est une personne qui m'en a parlé dans les commentaires du premier épisode des traumas d'enfance. Et l'effet Uncanny Valley, c'est quoi ? Pour vous résumer ça, c'est quand quelque chose tente d'imiter visuellement et dans son comportement un humain, mais que ce n'est pas réussi à 100%. Et le pas réussi à 100% se remarque très bien, et c'est ça qui crée le malaise et l'angoisse. Dans la série Thomas le train, je pense que les réalisateurs et producteurs ont voulu mettre un visage sur ce train pour que les enfants puissent s'identifier plus facilement à Thomas, le personnage principal. Je pense que ça part volontairement d'une bonne intention. On aime bien voir des choses sur l'écran auxquelles on peut réussir à s'identifier, donc les producteurs ont peut-être pensé que mettre un visage humain sur un train allait plus facilement aider les enfants pour qu'ils puissent apprécier le dessin animé. Et j'ai regardé quelques épisodes de Thomas et ses amis, et personnellement j'ai bien aimé. En pleine animation, j'ai pas trouvé ça flippant. Moi, ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est les visuels et les images qui sont fixes, qui ne bougent pas. Les affiches de DVD, les photos prises sur internet, et il y a même des photos réelles dans des gares où il y a des trains à taille réelle qui ont été créés, qui sont fonctionnels et qui ont le visage de Thomas. Et je ne sais pas vous, mais je trouve que ces images ont quelque chose d'assez creepy.
Ouais, vraiment, quand je regarde ces photos, je me sens pas très bien. Je veux pas abuser, je me sens pas bien. Il y a quelque chose de pas rassurant en fait quand tu regardes ce genre de photos, tu vois. Et c'est là où on arrive sur ma troisième explication, l'analyse des traits qui ont construit le visage de Thomas. L'effet Uncanny Valley a une bonne raison d'être ressenti par vous-même lorsque vous regardez le visage de Thomas le Train, car ce visage n'a rien d'humain. Le visage de Thomas est littéralement blanc comme de la peinture. Et inconsciemment, pour les enfants qui seraient sensibles à ça, un visage qui est blanc pâle est un visage qui est mort ou fantomatique. Ensuite, contrairement au visage humain, le visage de Thomas, lui, est un rond parfait. Et les éléments qui sont dessus, comme ses yeux, ses joues, son sourire, tout ça, tout est symétrique. La distance entre ses deux yeux, ses deux joues et son sourire. Et vous savez bien que nos visages ne sont pas du tout symétriques. Et c'est ça qui les rend humains. C'est sans doute tous les éléments que je vous ai cités là qui font que cela peut créer un malaise, une angoisse, et limite que ça a pu traumatiser certains d'entre vous. Si le visage de Thomas le Train vous a fait peur pendant votre enfance, c'est sûrement à cause de l'effet Uncanny Valley. Vous avez vu son visage et inconsciemment, votre cerveau vous a dit que finalement, il ne ressemblait pas du tout au vôtre. Et c'est là que la peur et l'angoisse prennent le dessus. Mais ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun comme je l'ai dit. Il y en a qui n'ont pas forcément peur de lui, et il y en a d'autres qui sont affectés par le design de ce visage et qui en ont peur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si jamais pendant votre enfance vous avez fait un cauchemar sur un des sujets que j'aborde dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous raconter ça dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous avez à nous raconter. Surtout que le cerveau humain est très très fort quand il est question de faire des cauchemars. Et maintenant, il est temps de passer au prochain sujet. Oula, le micro. Pingu est une série télévisée d'animation comportant 156 épisodes de 5 minutes environ, créée par Ottmar Gutmann et Erika Bregman, très difficile à prononcer, et avec une collaboration de Helvético britannique. La série à ses débuts est diffusée à partir du 7 mars 1990 sur BBC2 au Royaume-Uni. Cette série met en avant une famille de manchots vivant dans un igloo en Antarctique, et dont Pingu est le personnage principal. Et si je vous parle aujourd'hui de Pingu, c'est parce que dans cette série-là, il existe un épisode qui a peut-être été plus angoissant que les autres. Il s'agit de l'épisode où Pingu fait un cauchemar. Dans cet épisode, la mère de Pingu lui raconte une histoire pour qu'il puisse s'endormir plus facilement. Un peu plus tard, Pingu se fait réveiller car les murs de son igloo se mettent soudainement à se soulever jusqu'à partir complètement au loin. Après ce moment-là, son lit va soudainement commencer à prendre vie. Au début, il est surpris, mais il va vite ressentir de l'amitié pour ce dernier. Ils vont se balader tous les deux et jouer ensemble pendant un petit moment, jusqu'à la 35e seconde de la 2e minute de l'épisode. C'est à ce moment-là qu'un mystérieux animal va apparaître à l'écran. Sur le côté, on peut voir qu'il y a un morse qui commence à guetter Pingu, et sûrement avec de mauvaises intentions derrière. Et pour le moment, on ne voit que le haut de sa tête. Et tout de suite, l'atmosphère de l'épisode prend une toute autre tournure. Mais Pingu et son ami le lit ne remarquent pas du tout sa présence. Ils continuent alors de se balader, et le morse, lui, va continuer de se rapprocher d'eux petit à petit, jusqu'à révéler entièrement son visage. Alors, avec le design de Pingu, on peut voir que cet univers est assez léger et mignon. Et quand le morse se montre, on a affaire à un personnage qui est tout de suite beaucoup moins rassurant. Mais le plus angoissant va se produire par la suite. Pingu et son lit, qui n'ont toujours pas remarqué sa présence, continuent d'avancer en jouant, jusqu'à ce que le morse fasse une apparition encore plus brutale en criant. L'apparition est d'ailleurs tellement rapide et brutale qu'elle pourrait même être considérée comme un screamer pour les enfants qui ont regardé ce passage. Et surtout que après ça, on a un gros plan du morse qui ouvre sa bouche. Et je pense que le screamer plus ce gros plan a dû en traumatiser plus d'un. Les grands yeux noirs bien écarquillés, une moustache proéminente et surtout une grande bouche ouverte avec des dents qui paraissent bien humaines. Voilà la recette d'une image qui est bien angoissante. Et surtout que le visuel du morse est bien accentué, je trouve, avec le décor de la banquise. C'est-à-dire que tout l'environnement est blanc et le morse, lui, a une couleur un peu marron. La différence de couleur entre l'environnement et le morse crée un contraste. Et donc du coup, notre attention et nos yeux, surtout pour les enfants, sont plus facilement dirigés vers le morse. Ce qui amplifie l'impact effrayant du visuel du morse. Et la suite de l'extrait est encore plus angoissante puisque le morse va chercher à s'amuser avec Pingu, dans le but de lui faire peur. Il mangera même le matelas de son lit, laissant là aussi une image assez creepy. Petit rappel, Pingu est un dessin animé qui est regardé par des enfants qui ont minimum 3 ans. Et donc vous avez 3 ans, vous êtes à peine construit mentalement et vous commencez à découvrir petit à petit les plaisirs de la vie, et en regardant ce dessin animé, vous tombez sur cette image.
Surtout que vous avez pas le son parce que je mets que des images pour illustrer mes propos, mais quand vous écoutez l'épisode en entier, il y a aussi le morse qui fait des bruits assez chelous. Tous ces éléments-là viennent aussi accentuer la peur que peut ressentir l'enfant lorsqu'il voit cet extrait. Donc si jamais quand vous étiez tout petit, vous êtes tombé sur cet extrait-là, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour me décrire un peu l'expérience que vous avez vécue et ce que vous avez ressenti, parce que cette image est quand même assez poignante. Pour des enfants de 3 ans, rappelons-le, c'est assez hard, j'ai envie de dire. Et maintenant, il est temps de passer au prochain sujet. Nous allons parler de la transformation de Michael Jackson dans le clip Thriller. Je pense que tout le monde en majorité a déjà écouté du Michael Jackson en famille, et si vous aimez beaucoup les musiques de Michael Jackson, il est aussi fort probable que vous ayez déjà vu le court-métrage qui va avec le clip de Thriller, et dans ce dernier, il y a à un moment donné une image qui a marqué beaucoup d'esprits. L'histoire de ce court-métrage est simple. Elle commence avec une voiture qui roule de nuit sur une route, puis s'arrête sur le bas-côté. Dedans, nous avons notre ami Michael en plein date avec sa ravissante copine. Dans la discussion, Michael lui propose de marcher et elle accepte. Pendant la marche, les deux amoureux se rapprochent et notre MJ lui demande de sortir avec elle. Sauf que pas de chance, elle accepte. Et après ça, Michael, qui a toujours un bon timing, va lui révéler son vrai visage. C'est en réalité un loup-garou. Et pendant sa transformation, c'est cette image qui a retenu l'attention de tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai grandi par rapport à l'époque où j'avais vu pour la première fois cette image, mais au moment où je l'ai vue, je l'ai trouvée assez angoissante. J'ai pas forcément été traumatisé, mais en tout cas, elle a eu son petit effet avec son lot de frissons, bien qu'aujourd'hui, les dents bien visibles du loup-garou avec des yeux de chat jaune sont devenus un cliché pour représenter l'image d'un loup-garou. Mais aujourd'hui encore, ce court-métrage reste très stylé, et surtout la façon dont tout est amené dans l'histoire, que ce soit la réalisation, la musique, et aussi les chorégraphies qui sont incroyables. Sur ce, on va passer au prochain sujet. Cette fois-ci, nous parlons d'un jeu sur DS. Est-ce que vous avez connu les Sims 2 avec la ville de Zarville ? Eh bien, si je vous parle de ce jeu, c'est parce que j'ai été marqué par certains éléments de ce dernier qui m'ont bien fait peur au moment où j'y ai joué. Dans les Sims 2 de Zarville, vous incarnez le rôle d'un employé qui s'occupe de gérer un hôtel. Vous avez plein de missions à faire comme le ménage, le fait de gérer des chambres, de les aménager, de les acheter, etc. Il y a tout un tas de possibilités dans le jeu, et je me souviens, vous devez même entretenir de bonnes relations avec les clients que vous accueillez pour les chambres. Parce que les clients notent aussi l'hôtel de manière générale, et vous avez une influence sur la qualité de l'hôtel, on va dire. Donc si vous voulez que votre hôtel soit bien perçu et qu'il y ait de nouveaux clients qui arrivent, il faut absolument que vous fassiez du bon boulot. Donc voilà, ce jeu c'est une grosse partie de je dois gérer pas mal de choses à la fois pour que l'hôtel soit bien, et en même temps, dans la ville, il se passe des choses qui sont un peu étranges, un peu bizarres. Car ce qui m'a beaucoup marqué dans les Sims 2 de Zarville, c'est les aliens. Je me souviens plus exactement, mais la première fois que je les ai rencontrés, c'était dans un champ avec des vaches qui étaient près de l'hôtel. Évidemment, je n'ai pas été traumatisé, mais en tout cas, c'était quand même assez angoissant. Il y avait quelques petits frissons, parce qu'en fait, quand tu rencontrais les aliens, il y avait une certaine ambiance, en termes de couleurs dans le jeu vidéo, et aussi la musique du jeu vidéo. Et donc du coup, quand je rencontrais les aliens, il y avait vraiment une ambiance particulière. Et je me souviens que l'arme pour les battre, c'était un pistolet à eau, je crois. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, les aliens finissent par entrer à l'intérieur de l'hôtel. C'est-à-dire que avant tu pouvais avoir peur de les croiser dehors, mais là aussi, même si t'es dans l'hôtel, ça veut pas dire qu'il y a de la lumière, que c'est chaleureux, tout ça. À tout moment, t'as la musique angoissante. Et moi je vous avoue, il y avait un petit effet angoissant à chaque fois que j'entendais la musique, en plus de les aliens qui se baladaient. Mais cela reste néanmoins un super jeu, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et puis même tu peux personnaliser ton personnage, tu peux personnaliser des chambres. Je me souviens, il y avait aussi des jeux dans l'hôtel. Vraiment, j'ai pas joué entièrement au jeu et franchement, j'ai adoré. Il est temps de passer à la suite. Nous allons parler des Moomins, et précisément l'épisode 6 avec le Grook. Les Moomins, c'est une série d'animation japonaise finlandaise qui comporte 104 épisodes de 20 minutes, produite par Telescreen et adaptée des romans de bande dessinée des Moomins par l'illustratrice finlandaise et auteure Tove Jansson et son frère Lars Jansson, diffusé pour la première fois le 12 avril 1990 sur TV Tokyo. Dans la série Moomin, nous suivons la famille Moomin qui vit dans une vallée imaginaire. Sauf qu'il se passe pas mal de choses étranges dans cette vallée qui est recouverte de plusieurs mystères. Et si je vous parle des Moomin, c'est parce que encore une fois, c'est un abonné qui m'a
m'a parlé de ce fameux épisode parce qu'il y avait un passage qui l'avait bien traumatisé quand il était petit. Il m'a précisé qu'il avait été effrayé par le monstre du Grok qui est présent dans l'épisode 6. Et donc, je vous résume le contexte de l'épisode 6. La grande sœur, de retour de ses vacances, vient chercher sa petite sœur et rencontre sur son chemin des personnages qui auront pendant un bon moment un comportement comme s'ils étaient effrayés. Ils se rendent tous dans la maison des Moumines et les deux petits personnages se font héberger. Un peu plus tard dans la soirée, la nuit commence à tomber et une tempête se lève. Dans la chambre, les deux petits personnages sont soudain pris de panique parce que l'un d'entre eux a un mauvais pressentiment. Il est persuadé qu'un monstre qui se nomme le Grok les poursuit et va venir les chercher. Il en informe alors le papa Moumine qui prend tout de suite les armes pour se préparer à repousser la potentielle venue de ce dernier. Plus tard dans la soirée, sonnent les 12 coups de minuit. Et soudain, la lumière se coupe. Le monstre est apparemment dans les parages. Parmi eux, Sniff, une sorte de chien, ne croit pas à l'existence de ce monstre et décide de rentrer chez lui. Et quand il sort de la maison, c'est à ce moment-là qu'il tombe nez à nez avec le Grok, un monstre gigantesque et à l'allure effrayante. Et quand on le regarde bien, c'est vrai qu'on peut ressentir un certain malaise parce que son allure et son regard a quelque chose d'étrange. Il est énorme et posté devant la porte. Il a des yeux effrayants et regarde dans le vide. Les yeux écarquillés et son grand sourire le rend facilement intimidant et angoissant. Et en plus, il a une sorte de drap. Au début, je croyais que c'était un fantôme, mais peu après, quand le papa Moumine a réussi à le chasser, on arrive à voir que quand il prend la fuite, il laisse des traces de pas derrière lui. Et il y a un élément que je n'ai pas précisé, et qui rend la scène encore plus effrayante pour un enfant qui la regarde, c'est qu'il fait très sombre avec la tempête. Et lorsque Sniff sort dehors et qu'il tombe nez à nez avec le Grok, ce dernier est caché dans la pénombre. C'est donc un visuel simple, mais efficace. Deux grands yeux globuleux et un sourire bien visible, même dans le noir. Et je comprends parfaitement pourquoi l'abonné qui m'a écrit a été marqué par cette scène. Alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément été traumatisés, mais en tout cas, quand je regarde cet extrait, il y a une ambiance qui est vachement bien faite, avec la lumière, la façon dont c'est réalisé, etc. C'est vrai que ça fait assez des frissons. Et petit bonus qui ne concerne que moi, mais je ne connaissais pas du tout cette série. J'ai regardé l'épisode en entier du coup pour cette analyse, et j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça mignon et en même temps étrange et intriguant. Je sais qu'il y a toute la saison 1 qui est disponible sur YouTube, pourquoi pas un de ces quatre. J'aurais bien envie de la regarder en entier pour voir ce que ça donne. En fait, l'univers, il a l'air vraiment beau et hyper intéressant. Et maintenant, il est temps de passer au dernier sujet. Nous allons parler de la baleine de Pinocchio. Tout le monde connaît Pinocchio, de cette petite marionnette qui a pris vie par magie. Et bien, dans les commentaires du premier épisode, on m'a demandé de parler de la baleine du film qui était sorti en 1996. À un moment donné dans le film, il y a une scène où Pinocchio et Geppetto tentent de s'enfuir de la bouche d'une baleine. Alors, je connais pas le contexte parce que ce n'est qu'un extrait que je regarde, et aussi parce que je n'ai pas vu le film. Dès que je pourrai, j'irai regarder ça. Notre ami Pinocchio et Geppetto tentent de s'extirper de la bouche de la baleine en ramant de toute leur force. Et ils se retrouve expulsée dehors en pleine mer parce qu'elle vient d'éternuer. Sauf que problème, ce n'est que le début et elle n'a pas fini d'éternuer. En fait, la baleine est tellement gigantesque qu'en reprenant son souffle pour éternuer à nouveau, elle aspire à nouveau nos personnages. Et ce schéma va se répéter 2 ou 3 fois sur cet extrait. Mais je n'ai pas encore vu le film, donc ça se trouve, elle essayait juste de les avaler avec une technique spéciale. On sait pas, peut-être. Parce que c'est vrai que cette scène est assez angoissante. Tu vois littéralement tes personnages en train de se faire avaler par une baleine géante. Et les proportions sont énormes. Tu vois les personnages qui sont dans la bouche de la baleine et à côté tu vois les dents. Les dents à côté de nos personnages sont vraiment immenses. En même temps, ça fait 33 mètres de long pour je sais pas combien de tonnes, ce truc-là. Et le fait de se faire avaler plusieurs fois par un monstre géant peut faire peur à des enfants. Après, il n'y a vraiment rien de rassurant dans cette scène-là. Les couleurs sont froides et sombres, car nos personnages sont en danger. Et surtout, ce qui est effrayant, c'est qu'ils font face à une situation de danger et auquel ils n'ont aucun contrôle dessus. Je veux dire, tu te fais aspirer par une baleine parce que de 1, elle veut te bouffer et en même temps, elle éternue. T'es en train de ramer sur un radeau, tu peux rien faire, à part ramer pour essayer de t'enfuir et espérer de t'en sortir, tu peux rien faire de plus. Se faire avaler par un géant monstre des mers sans avoir le pouvoir de s'en sortir par ses propres moyens et ses propres décisions peut effectivement provoquer plus facilement de la panique chez l'enfant qui regarde l'extrait. Sans compter que cette scène est, je trouve, à la limite de la violence tellement les mouvements et la rapidité de la baleine sont brutaux. Surtout que par la suite de cette scène, la baleine finit par détruire le radeau et continue de s'attaquer à nos personnages. Ils se retrouvent donc en pleine mer en train de nager pour tenter de s'enfuir, et vous avez le monstre qui leur fonce dessus pour tenter de les avaler. Cet extrait est digne d'un film d'horreur. En fait, c'est un peu Les Dents de la Mer version enfant, mais assez hard la version pour les enfants quand même. Nos personnages sont privés de bateau et se retrouvent dans un milieu dangereux et dont ils n'ont pas l'avantage. Ah merde, ça a été... Oula, ça a été coupé.
ça y est, on a fini, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi vraiment j'ai beaucoup kiffé faire le tournage de cette vidéo parce que les sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui, en fait je les trouve hyper intéressants. C'était vraiment croustillant en termes d'histoire, en termes de visuel à analyser. Par rapport au premier épisode, j'ai vraiment fait le choix de parler de moins de sujets. J'ai pris plus de temps pour tenter d'analyser, pour tenter d'aller chercher des informations en plus en tout cas. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, ne flippez pas trop. Sinon, Thomas le train va venir vous chercher. Attention, il vous guette.